Et nous allons passer à la dernière conférence, qui était peut-être la plus difficile. Et je remercie le professeur Mohamed Mourad Gargouri d'avoir accepté de la faire, parce que c'est peut-être la conférence la plus et le cours le plus difficile de la journée. Vous allez, mon cher ami, nous parler des situations particulières dans la chirurgie surrénalienne, tout ce qui n'a pas été traité au cours de la journée. Tous ces cas particuliers, ils sont nombreux en chirurgie surrénalienne. Mon cher confrère, à vous la parole. Merci, professeur Jeden, pour m'avoir associé dans ce cours de collège et à cette tâche particulière. Et je me suis rendu la tâche encore plus difficile en laissant mes diapos en anglais, dans la majorité. Donc, on va parler des situations particulières de la chirurgie de la surrénale. Et on va classer cette présentation en 6 cas particuliers. Tout d'abord, les surrénalectomies partielles, puis les surrénalectomies bilatérales, puis les cas d'une hyperplasie nodulaire de la surrénale, puis le syndrome de Cushing, puis l'hyperplasie congénitale de la surrénale, et enfin les métastases surrénaliennes. Donc, pour commencer, la surrénalectomie partielle. Donc, la première surrénalectomie partielle a été faite dans des cas études anatomiques sur des cochons, et ça remonte à très longtemps, à 1918, où le chirurgien a expérimenté qu'en laissant le 1/8 ou le 1/4 de la surrénale, on peut préserver une fonction surrénalienne suffisante pour éviter donc cette insuffisance surrénalienne. Et puis le premier cas d'une surrénalectomie partielle a été décrit en 1982 pour un cas qui a été opéré longtemps auparavant, en 1965. C'était un jeune garçon de 13 ans qui avait une phéochromocytome bilatérale. Et ils ont remarqué, donc ils ont essayé de faire une surrénalectomie partielle sur le deuxième côté. Et ils ont pu arrêter cette supplémentation médicamenteuse après 4 mois de traitement. Et ils ont confirmé qu'après un scanner de contrôle fait plusieurs années après la chirurgie, que le reliquat surrénalien il est fonctionnel. Et puis, il y a eu des séries. Les premières, c'était en 1983 et 83 sur quelques cas. Et puis, là, avec le développement de la voie laparoscopique et lomboscopique, donc le premier cas de la voie lomboscopique a été publié quelques années après le lancement de cette voie, en 1996 par Walls, et dans les années 2000, après le déroulement de la voie robotique. Donc, si on voit les principales séries dans la littérature, ça concerne essentiellement le phéochromocytome, comme le premier cas décrit. Donc, le chirurgien Walls, ce chirurgien allemand, dans un centre de référence, sur une série de 127 patients opérés pour des phéochromocytomes, dont il y a une vingtaine qui avaient des phéochromocytomes bilatéraux. Donc, ils ont essayé de faire une surrénalectomie partielle pour donc éviter cette insuffisance surrénalienne. Et il y a quelques séries qui concernent plutôt un syndrome de Cohn et avec des résultats satisfaisants. Donc, pour préserver faire cette surrénalectomie partielle, donc cela évite l'insuffisance surrénalienne, mais il y a un risque. Le risque, c'est le récidive tumoral, puisqu'on va laisser un tissu surrénalien et commencer le phéochromocytome. Dans ces cas héréditaires, c'est souvent une maladie bilatérale et qui commence tout d'abord par une hyperplasie de la médullosurrénale. Donc, il y a certainement un tissu résiduel qui peut se redévelopper et forme un risque de récidive qui est aux alentours de 7, voire de 10%, si on laisse du tissu en place. Mais cela permet d'éviter donc cette insuffisance surrénalienne, donc à peu près 10 à 20% des cas. Donc, il a été démontré dans la littérature qu'il faut préserver au moins 15% de la glande surrénalienne dans des études plus récentes pour éviter cette insuffisance surrénalienne. Dans la plus grande série internationale, dans le registre européen, américain et asiatique de phéochromocytomes bilatéraux, ils ont montré qu'en cas de surrénalectomie donc bilatérale, il y a un risque accru de récidive qui est de 13%, contrairement à 5% en cas de, si on enlève
complètement les deux surrénales. Et le taux de métastase, il est faible, comme on a vu ce matin. Ces fléaux héréditaires sont rarement malins, donc le principal risque, c'est la récidive plutôt que les métastases. Alors, quels sont les principes techniques de la chirurgie de la chirurgie partielle de la surrénale? Donc, c'est de préserver au moins un axe vasculaire de la surrénale. Comme on a vu ce matin, la perfusion vasculaire de la surrénale vient essentiellement de trois axes: interne, inférieur vers le côté du rein et crânial vers le côté diaphragmatique. Il n'y a pas de vascularisation externe. Donc, lorsqu'on fait cette surrénalectomie partielle, donc il faut préserver au moins un axe. Donc, généralement, on va préserver l'axe interne au niveau du côté gauche et on va préserver l'axe généralement supérieur, donc du côté droit. Est-ce qu'il faut commencer par ligaturer la veine surrénalienne principale? Ça a été décrit comme ce n'est pas nécessaire, mais généralement, lorsqu'on opère un phéochromocytome, la principale dogme, c'est de voir et d'essayer de contrôler cette veine surrénalienne principale, mais essayer par la suite de préserver un peu de tissu surrénalien. Et avec les nouvelles instruments de thermodiffusion, donc on peut ligaturer le contour de la capsule de cette glande surrénalienne tout en réservant un parenchyme sain. Et si on a des nouvelles technologies de fluorescence de l'appareil des colonnes de célioscopie, comme utilisent les chirurgiens pour voir la vascularisation digestive, donc on peut vérifier si ce tissu résiduel de la surrénale il est fonctionnel ou pas. Et donc, en préservant 15 à 30% de la glande surrénalienne, donc ça a été décrit comme essentiel pour préserver cette fonction. Donc, pour l'adénome de Cohn, la chirurgie partielle, elle est possible, mais est-ce qu'il faut la réaliser? Puisqu'on parle généralement d'un adénome unilatéral, donc est-ce qu'il faut aller faire une chirurgie partielle ou plutôt totale? Ça a été décrit dans la littérature pour quelques cas. Ils ont écrit que la surrénalectomie partielle permet de traiter la maladie avec des bons résultats. Et les principaux résultats de la chirurgie partielle, c'est pour les patients qui sont jeunes, qui ont un nodule visible à l'imagerie. En fait, la classification des adénomes de Cohn, elle a été récemment décrite et on voit que lorsqu'il y a un adénome de Cohn, souvent il s'agit d'un adénome macroscopique qu'on peut voir à l'imagerie, un nodule unique qui est généralement supracentimétrique, de taille supérieure à 1 cm, plus rarement 1 cm, mais il faut se méfier des corticosurrénalomes de petite taille qui peuvent mimer un syndrome un adénome de Cohn, mais d'où l'importance de l'imagerie, comme on a vu ce matin, pour voir le washout et voir que c'est une tumeur qui n'est pas bénigne. Donc, même s'il s'agit d'un nodule de petite taille, donc il n'est pas indiqué de faire de chirurgie partielle. Par contre, l'adénome de Cohn, il peut s'agir plus rarement plusieurs micronodules et plus rarement, il s'agit d'une hyperplasie nodulaire sans nodule visible. Dans ce cas, donc il n'est pas question de faire une surrénalectomie partielle puisqu'on ne voit pas un bien nodule caractérisé et donc généralement puisque c'est un nodule, c'est une tumeur unilatérale, donc il faut faire la surrénalectomie totale. Alors qu'en est-il pour les autres indications? On va voir ultérieurement que la chirurgie partielle n'est pas indiquée lorsqu'il s'agit d'une maladie de Cushing ou bien lorsqu'il y a une hyperplasie congénitale du surrénal, donc due à une atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Elle est par contre faisable et possible pour les tumeurs kystiques et comme on a vu, ces tumeurs kystiques sont souvent des tumeurs bénignes qui sont essentiellement le plus souvent un kyste hémorragique de la surrénale. Dans notre contexte du pays, il peut s'agir de parasitose, telle que le kyste didatique. Et dans ce cas, donc, une chirurgie partielle en emportant
le kyste en laissant le reste de la tissu surrénalien est vraiment possible, quelle que soit la taille du kyste. On passe au deuxième chapitre, donc les surrénalectomies partielles. Donc ça rejoigne également essentiellement les phéochromocytomes héréditaires bilatéraux, puisque les métastases, on va parler ultérieurement, également les lymphomes et les autres pathologies qui donnent des atteintes surrénaliennes bilatérales. Donc, les phéochromocytomes bilatéraux héréditaires, ils entrent souvent dans le cadre des néoplasies endocriniennes multiples, souvent de type 2A ou 2B, et donc souvent, ils commencent par une hyperplasie de la médule surrénale qui par la suite vont développer des tumeurs. Et souvent, ces tumeurs sont de petite taille. Donc, pourquoi pas faire la chirurgie percée et éviter l'insuffisance surrénalienne. Cela permet donc, comme on a dit, d'éviter l'insuffisance surrénalienne, mais avec un taux de récidive qui est plus important, qui est de 14% dans cette série qui est publiée récemment, contrairement à 2% si on fait la surrénalectomie totale bilatérale. Et le risque de métastase, donc il est faible, il est moins de 5%. Donc, si on veut faire une surrénalectomie bilatérale, quelle serait la voie d'abord? Peut-on les réaliser en un seul temps, donc de façon synchrone? Et par quel côté commencer? Et quelle serait la prise en charge en post-opératoire? Donc, pour la voie laparoscopique, elle est la voie de préférence, puisqu'il s'agit souvent de tumeurs de petite taille, inférieures à 4 cm. Donc, généralement, on commence par le côté gauche, puisque généralement, sur une surrénalectomie gauche laparoscopique est plus facile. Et si tout se passe bien, on va laisser un trocar, celui de la caméra, et on va changer la position et faire donc la surrénalectomie droite et compléter le geste. Donc, il faut toujours se méfier en cas de surrénalectomie bilatérale, même si on fait une partielle d'un côté, de l'insuffisance surrénalienne post-opératoire qui peut être, malgré notre précaution de préserver un peu de parenchyme, peut entraîner l'insuffisance surrénalienne qui peut être formelle, qui peut être mortelle. Ici, c'est la plus récente et grande série de surrénalectomies partielles pour des tumeurs de phéochromocytomes bilatéraux. Donc, il s'agit d'une série de 31 patients. Et donc, la majorité, ils ont été opérés par voie bilatérale, laparoscopique, transpéritonéale, souvent en un seul temps. Plus rarement, lorsqu'il s'agit de grosses tumeurs, donc on veut préconiser la voie médiane bisocostale pour la réaliser. Parfois, le diagnostic de tumeur bilatérale, il est métachrone, donc le patient va développer une tumeur par la suite. C'est pour ça que la chirurgie peut être en 2 temps. Et ils ont trouvé, les orateurs, que la chirurgie surrénalectomie bilatérale laparoscopique concernait essentiellement les tumeurs de petite taille, la moyenne de 3,5, alors qu'elle est de généralement environ de 5 cm pour les voies par voie abdominale ouverte bisocostale. La voie laparoscopique donne moins de complications hémorragiques, mais une hospitalisation plus courte, comme ça a été décrit précédemment. Là, je vous montre un cas de patient qu'on a opéré. Il avait une tumeur surrénalienne, un phéochromocytome surrénalien récidivant en gauche, et entre-temps, il a développé une grosse tumeur surrénalienne droite. Donc, on est dans un cas de récidive de tumeur et d'une tumeur volumineuse de l'autre côté. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de chercher à midi et à 12 heures. On a réalisé une surrénalectomie bilatérale par voie bisocostale en commençant par le côté gauche et on a élargi, puisque ça a bien passé par une surrénalectomie droite séance tenante. Maintenant, on va parler des hyperplasies nodulaires de la surrénale. Alors, les hyperplasies nodulaires de la surrénale, il y a une nouvelle classification qui a été récemment redéfinie, c'est hyperplasie macro- et micronodulaire de la surrénale. Donc, le cas le plus rare, il s'agit d'un nodule unique, macroscopique ou microscopique, qui est non sécrétant. Donc, souvent, on ne va pas opérer ces cas,
mais le plus souvent, on va trouver des macronodules bilatéraux, parfois des micronodules bilatéraux, qui sont de taille infracentimétrique. Et dans ces deux cas, il existe un syndrome de Cushing, donc ces nodules vont sécréter de cortisol. Donc, et ces pathologies, ils entrent le plus souvent dans le cadre de mutations génétiques. Donc, dans les hyperplasies macronodulaires bilatéraux, ils entrent dans les néoplasies type 1. Par contre, les hyperplasies micronodulaires peuvent entrer dans des complexes génétiques plus rares et qui s'accompagnent parfois avec des malformations cardiaques. Donc, du point de vue macroscopique, l'hyperplasie macronodulaire, il s'agit de macronodules. Donc, la surrénale, elle est souvent augmentée de taille, mais pas vraiment au-delà de 4 à 5 cm. Par contre, dans l'hyperplasie micronodulaire, il s'agit souvent d'une surrénale de taille presque normale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces hyperplasies macronodulaires? Normalement, il faut faire une surrénectomie bilatérale. Mais maintenant, avec le développement de la chirurgie partielle, on essaie d'enlever une seule surrénale et voir si le patient on peut contrôler la maladie et éviter une surrénectomie contralatérale. Donc souvent, dans cette hyperplasie macronodulaire, l'hypertrophie n'est pas symétrique. Donc elle est plus développée d'un côté de l'autre. Donc on peut enlever la grosse tumeur d'un côté, parfois laparoscopique le plus souvent, et voir. Si on arrive à contrôler la maladie, tant mieux. Sinon, on va compléter par une surrénectomie bilatérale. En cas d'une atteinte qui est quasi symétrique, donc on peut s'aider par la scintigraphie. Donc, la scintigraphie à l'iodo-cholestérol qui va entraîner une hyperfixation de cholestérol dans ces glandes et choisir par quel côté commencer. Donc, lorsqu'il existe un syndrome de Cushing manifeste dans ces hyperplasies macronodulaires, donc il faut enlever les surrénales. Et de plus en plus, on parle de la chirurgie également unilatérale et voir si on arrive à contrôler la maladie afin d'éviter l'insuffisance rénalienne si on va enlever les deux surrénales. Donc, si on fait une surrénectomie unilatérale, cela permet de contrôler la maladie dans 97% des cas, avec toutefois un taux de rechute donc des symptômes dans 10 à 15% des cas. Cela a été publié un peu tardivement en 2015 et dans une série plus récente. Donc, les orateurs ils ont rapporté qu'on peut contrôler la maladie dans 32. Donc, on peut contrôler la maladie seulement dans 32% des cas, mais cela permet d'éviter la mortalité des patients par l'hypercortisolisme. Donc, il faut vraiment discuter et pourquoi ne pas commencer par un seul côté à la fois. Donc, l'hyperplasie micronodulaire, c'est essentiellement la même stratégie. Donc, normalement, il faut enlever les deux glandes surrénaliennes, mais de plus en plus, on essaie d'enlever une seule glande surrénalienne et voir si on arrive à contrôler la maladie. Cela a été décrit récemment qu'on peut contrôler la maladie dans 65% des cas et pourquoi pas réaliser cette surrénectomie unilatérale. Alors, maintenant, on va parler du Cushing central. Donc, la maladie de Cushing, ce n'est plus à une hypersécrétion de la glande surrénalienne elle-même, mais à une stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire par un nodule au niveau de l'hypophyse ou plus rarement au niveau de l'hypothalamus. Ce sont des tumeurs qui vont entraîner la sécrétion de l'ACTH, qui va stimuler les glandes surrénaliennes et qui vont s'hypertrophier et vont entraîner donc des manifestations essentiellement cortisolimiques et minéralocorticoïdes. Donc généralement, on va contrôler ces maladies non pas par les urologues, mais souvent il s'agit le ressort donc de ces tumeurs hypophysaires. Donc environ 3% des tumeurs hypophysaires sont sécrétantes de la CTH et qui vont donc entraîner cette hyperplasie des surrénales. Donc comme vous savez que la prise en charge de ces tumeurs hypophysaires, ce n'est plus
le ressort de l'urologue, mais plutôt celui de neurochirurgien, avec le développement de la chirurgie mini-invasive. Donc, ils vont essayer de contrôler la selle toxique et d'enlever cet adénome de l'hypophyse et contrôler la maladie. Parfois, c'est la radiothérapie. Et parfois, malgré tous ces algorithmes de surveillance de la chirurgie, de la radiothérapie et du traitement médical, les manifestations du hypercortisolisme et minéralocorticoïdes, les sécrétions de minéralocorticoïdes vont entraîner qu'on n'arrive pas à contrôler la maladie, d'où on fait appel aux urologues, donc de contrôler les effets néfastes de cette hyperplasie des surrénales par une surénalectomie bilatérale. Donc souvent, ce sont des tumeurs qui ne sont pas volumineuses, donc on peut faire les surénectomies bilatérales en un seul temps, donc on privilège la voie laparoscopique transpéritonéale et il faut bien enlever tous les tissus surrénaliens. Parfois, il ne faut pas laisser un peu de la graisse quand on pense qu'il s'agit de la graisse périsurrénalienne, mais il s'agit plutôt d'un reliquat de la surrénale qu'il faut enlever pour avoir des bons résultats, parce que le risque que le patient, malgré cette chirurgie, il peut garder donc une hypercortisolisme majeur. Donc, malgré notre chirurgie, on peut être amené à le garder sous traitement médical. Et on a ajouté le risque de l'insuffisance surrénalienne. Donc, cette chirurgie, elle est vraiment rare, mais elle peut apporter des bons résultats dans à peu près 20 à 40% des cas dans 5 à 10 ans. Maintenant, on va parler de l'hyperplasie congénitale de la glande surrénale. Donc, cette hyperplasie congénitale de la glande génitale, elle est due le plus souvent à des mutations génétiques. La plus connue est celle de CYP21A2 qui va coder pour l'enzyme 21-hydroxylase. Mais il peut s'agir des autres enzymes. Et tous ces déficits enzymatiques vont entraîner donc un feedback de l'axe hypothalamo-hypophysaire et donc une hyperplasie de la glande surrénalienne bilatérale. Et souvent, il s'agit, ces tumeurs peuvent augmenter de taille au-delà de 5 cm et peuvent poser un problème de contrôle de la maladie. Et l'endocrinologue peut être amené à appeler l'urologue à intervenir pour faire de la surrénalectomie bilatérale pour enlever cette glande qui est hyper développée. Et comme on a dit auparavant, ce sont des malades qui ont souvent un déficit immunologique et une glycémie très élevée. Donc, il y a un risque accru, exagéré de complications infectieuses chez ces patients. Donc, on peut faire la surrénalectomie et on pense qu'on est loin des complications, mais ces patients sont le type de patients qui développent le plus de complications post-opératoires du fait de l'hypercortisolisme et l'hypertrophie des glandes surrénaliennes et syndrome de Cushing. Donc, on peut faire la surrénalectomie bilatérale. Elle doit être la plus complète possible en essayant d'enlever tous les tissus pour éviter donc cette hypersécrétion de l'axe de ce déficit enzymatique qui va entraîner une hyperplasie avec des manifestations cliniques très variables. Il peut s'agir de virilisme chez les enfants, comme il peut s'agir de manifestations autres chez les adultes. Parfois, il s'agit de chirurgien pédiatre qui va les opérer à un âge de nourrisson. Et parfois, il s'agit de l'urologue qui va traiter chez ces patients qui sont à un âge adulte. Là, on va revoir les principales indications. Donc, ils peuvent être chirurgie en cas de manifestation clinique, hypersécrétion d'androgènes ou de virilisation qu'on n'arrive pas à contrôler par le traitement médical, ou parfois parce qu'il y a un syndrome de Cushing secondaire au traitement médical donné. On peut aller opérer cette hyperplasie congénitale à un âge adulte en cas d'infertilité chez les femmes jeunes, et comme on peut aller les opérer en cas d'une HTA incontrôlable. Donc, en post-opératoire, donc on peut réduire la dose
de corticoïdes qu'on va donner à ces patients. Toutefois, 74% des patients vont rapporter des améliorations des symptômes. Ce n'est pas la totalité des patients. Et parfois, malgré notre précaution, environ 17% des patients vont développer une insuffisance surrénalienne. Le dernier chapitre, c'est les métastases surrénaliennes. Donc, comme vous savez, les principales tumeurs primitives qui sont pourvoyeuses de métastases sont les cancers lénio-pulmonaires, mais aussi les lénio du sein, cancer du rein, les cancers colorectaux et plus rarement donc mélanome ou lymphome. Donc, quelle est notre conduite à tenir en cas de découverte de métastases ou suspicion de métastases? Tout d'abord, est-ce qu'il s'agit de métastases synchrones au moment du diagnostic ou qu'on a fait le diagnostic lors du suivi de la pathologie initiale? Est-ce qu'elle est unie ou bilatérale? Est-ce que ces métastases sont sécrétantes ou pas? Est-ce que si on décide de l'opérer, est-ce qu'il faut faire un bilan hormonal? Et quelles seraient les voies d'abord de la chirurgie de la surrénale? Donc, si les métastases sont synchrones au diagnostic initial, le plus souvent il s'agit des cancers du poumon, il s'agit d'une pathologie à un stade avancé, donc il n'y a vraiment pas d'indication à traiter ces métastases et ça fait le traitement, ça dépend de la pathologie initiale et c'est bon, on ne va pas voir ces patients. Et puis, il y a dans la littérature, dans les séries très anciennes et plus récemment, on s'est euh, acharné à traiter des métastases lors du suivi des cancers. Et on a trouvé que les meilleurs résultats concernent les cancers colorectaux. Donc, nos amis chirurgiens viscéralistes, après avoir donné de la radiochimiothérapie pour le cancer euh, rectaux et coliques également, ils vont les opérer et s'ils jamais ils vont développer des métastases hépatiques, ils s'acharnent à les enlever. Et par la même logique, on a essayé d'enlever les métastases surrénaliennes. Cela permet de trouver vraiment de bons résultats du point de vue pronostic. Et le PET scan trouve tout son intérêt dans ces cas euh, pour le diagnostic de ces métastases, pour vérifier qu'elles sont uniques. Donc là, je vous montre le cas d'un homme euh, il est âgé de 21 ans, qui a été auparavant opéré pour un cancer du rectum, après bien sûr une radiochimiothérapie. Et lors de la surveillance de sa pathologie par les oncologues, il a développé une masse surrénalienne qui n'était pas là auparavant. Elle faisait 25 mm. Donc, s'agit-il d'une métastase? Est-ce que vous demandez d'autres imageries pour confirmer le diagnostic? Si vous voulez opérer cette métastase, est-ce que vous demandez un bilan hormonal? Et quelle serait la voie d'abord que vous optez? Donc, est-ce que vous avez des réponses? Alors qu'il y a une proposition dans la salle, micro. Je pense que la biopsie, elle est nécessaire, mais comme on a vu tout à l'heure, il faut toutefois faire le bilan hormonal avant. Pour faire le diagnostic, je pense qu'il faut faire un bilan hormonal suivi d'une biopsie. Avant toute biopsie, bien sûr, il faut faire le bilan hormonal, mais maintenant, on a d'autres moyens plutôt que la biopsie pour dire que cette tumeur est une métastase. Maintenant, on a le PET scan et le PET à 18FG. Donc, il est vraiment très utile dans ces cas pour dire qu'il existe un hypercatabolisme de cette glande surrénalienne. Donc, comme le phéochromocytome, il existe un hypercatabolisme. Donc, on peut mesurer le SUV et le centre uptake valve qui est généralement supérieur à 1,45. Donc, cela témoigne d'un hypercatabolisme de ce nodule surrénalien. Donc, vu le contexte, il s'agit d'une métastase et pas d'un phéochromocytome. Mais bien sûr, avant toute chirurgie de la surrénale, on va demander le dosage de dérivés méthoxylés. Et donc, il s'agit bien d'une métastase. Les dérivés méthoxylés sont normaux. Et puisque le patient a été opéré sur l'hémi-abdomen du pelvis, donc
on a opté pour la surénectomie par voie laparoscopique, puisqu'il s'agit d'une tumeur donc, de petite taille. Et donc, ça ne contre-indique pas la chirurgie laparoscopique. J'ai trouvé ça dans la littérature, une technique très particulière de ce chirurgien Walls, qui est l'un des pionniers de la voie rétropéritonéale. Et il optait pour cette voie half jackknife position, qui est comme la voie donc de cubitus ventral, mais un peu modifiée, pour accéder à ces deux glandes surrénaliennes. Donc, peut être utile dans des rares cas de néoplasie endocrinienne multiple, tels que les tumeurs du pancréas, et on peut être amené à opérer des métastases surrénaliennes bilatérales, vu qu'on n'arrive pas à contrôler l'hypoglycémie et l'hypocalémie induites par ces métastases. Et cette voie trouve sa place puisque ce patient a été opéré plusieurs fois pour enlever sa tumeur pancréatique, pour enlever des métastases, pour enlever sa tumeur pancréatique et les métastases par la suite hépatiques. Donc, la voie lomboscopique classique peut être réalisée, mais en deux temps. Sinon, cette voie d'abord peut être utile dans des centres de référence s'ils ont les moyens de casser leur table de cette manière. Alors, en cas de tumeur surrénalienne récidivante, quelle serait notre conduite à tenir? Donc, comme on a vu, en cas de récidive tumorale, s'agit-il d'un FIO malin? Donc, rarement on part de FIO malin dans les formes héréditaires, mais dans les cas sporadiques, en cas de récidive, dans les grosses tumeurs, il s'agit très probablement d'un FIO malin. Et dans ce cas, il faut opter pour la chirurgie à ciel ouvert. S'agit-il d'un reliquat tumoral dû à difficulté opératoire? Ça a été décrit dans la littérature. On peut laisser un peu de la glande surrénalienne par un saignement, donc le champ n'était pas très bon. On peut laisser un reliquat tumoral, donc il faut revenir pour enlever ce résidu tumoral. Donc, quelle serait la voie d'abord? Donc, là, je vous montre d'un cas d'un patient qui a été opéré pour une tumeur surrénalienne gauche de 35 mm. Ça a été opéré la première fois par un chirurgien viscéraliste. Donc, il maîtrisait la cellule, mais probablement pas la chirurgie de la surrénale. Donc, il a laissé, on voit, donc il a laissé un reliquat tumoral. Donc, cela ne nous a pas empêché de reprendre le patient par voie laparoscopique, et d'où l'intérêt de bien décoller l'angle splénocolique pour bien aborder toute la loge surrénalienne et enlever cette tumeur par voie laparoscopique. Là, c'est notre technique que j'ai appris d'un chirurgien renommé qui faisait son expérience aux États-Unis. Donc, c'est comme pour la chirurgie de l'infrectomie laparoscopique. Donc, on fait de la voie transpéritonéale. Donc, à gauche, le trocard de la caméra environ 2 cm au-dessus de la ligne de l'ombilic, en dehors, au-delà de la réflexion du grand droit, et 2 autres trocards pour enlever les tumeurs surrénaliennes. On ajoute un quatrième trocard en cas de grosse tumeur. Du côté droit, donc il faut impérativement un quatrième trocard pour rétracter le foie. Et entre des mains d'experts, il n'y a pas vraiment de limite pour la chirurgie de la surrénale laparoscopique. Là, c'est un cas d'une jeune fille qui a une grosse tumeur surrénalienne de 7 cm, et on l'a fait par voie laparoscopique transpéritonéale. Et tout s'est passé, ça s'est bien passé puisqu'on a respecté les règles de la chirurgie transpéritonéale. Et d'après les anglo-saxons, ils ne font pas de la voie rétropéritonéale. Ça reste toujours le choix du chirurgien. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était pas facile, mais vous avez fait le tour de toutes les situations particulières. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, on a une question. Merci, docteur Gargouri, pour votre présentation. J'ai deux questions.
Première question, c'est à propos de la place de la biopsie de la masse surrénalienne dans ces cas particuliers. Est-ce qu'il y a une place de la biopsie, surtout en cas de présence d'une tumeur existante chez un patient ou un lymphome? Deuxième question, à propos de la tumeur surrénalienne bilatérale, est-ce qu'il y a un traitement substitutif ou une préparation à faire avant la chirurgie ou après la chirurgie? Et quels sont les critères pour commencer du côté droit ou du côté gauche? Donc, pour les biopsies de la surrénale, généralement, c'est l'aspect scanographique qui va nous orienter vers un lymphome ou des mélanomes qui peuvent être secondaires. Donc, dans ces cas, il s'agit de grosses tumeurs qui sont mal limitées, qu'on a tendance à s'étendre vers le muscle psoas. Donc, dans ce cas, la biopsie peut être utile pour ne pas opérer inutilement ces patients. Bien sûr, avant toute biopsie, il faut éliminer un phéochromocytome. Donc, on va faire les dosages des dérivés méthoxylés. S'il est négatif, donc on peut facilement biopsier ces tumeurs qui sont très accessibles. Pour la chirurgie des glandes, des tuyaux bilatéraux, généralement, ils sont des tumeurs de petite taille, puisqu'il s'agit de tuyaux héréditaires. Donc, généralement, dans les centres experts, on connaît ces patients puisqu'on suivait toute la famille. Donc, on a déjà opéré peut-être la mère ou le père de ces deux tuyaux et on va les suivre. Et lorsqu'ils vont développer une tumeur, généralement inférieure à 4 cm, on va les opérer. Donc, à taille égale, entre commencer par le côté droit ou gauche, généralement, le côté gauche est plus facile à réaliser. Donc, si on trouve que les tumeurs ne sont pas volumineuses, pourquoi pas les faire en un seul temps? Donc, on va commencer par le côté gauche. Et si tout se passe bien, donc on va enlever les deux trocars. Généralement, on va laisser travailler avec deux trocars de 5. Donc, on va les enlever, faire le pansement, laisser le trocard de 10 pour ne pas refaire une sufflation. Donc, on va retourner le patient sur l'autre côté et mettre le gaz et mettre par la suite notre trocars et faire la surrénectomie contralatérale. Merci beaucoup, Dr. Gargouri, pour votre exposé. Donc, ma question concerne les tumeurs synchrones, disons. Donc, lorsqu'on retrouve une image de tumeur surrénalienne chez un patient qui est porteur donc d'une tumeur pulmonaire ou bien rénale contralatérale, disons, est-ce qu'il est nécessaire de faire les compléments d'exploration biologique, voire même de biopsier cette masse avec la présence, avec un semblant de certitude qu'il s'agit d'une métastase surrénalienne, ou est-ce que nous pouvons aller directement opérer cette métastase surrénalienne vu le contexte très évocateur? Donc, lorsqu'il s'agit de diagnostic synchrone. Exactement. Par rapport à la biologie, est-ce qu'il faut faire les dosages? Donc, si le diagnostic est fait d'une façon synchrone à la tumeur primitive, donc souvent on a des critères scanographiques qui vont nous orienter vers une tumeur n'est pas bénigne. Donc, on aura le calcul de Hochschild qui ne sera pas élevé. Donc, il s'agit d'une tumeur probablement, vu le contexte, une métastase. Et donc, tout dépend de la pathologie initiale. En cas de généralement, on ne va pas opérer les métastases surrénaliennes d'un niveau du poumon ou du sein. Mais par contre, lors de suivi, la surveillance d'un cancer qui est déjà opéré, même si c'est un cancer du poumon bien contrôlé, et s'il développe une métastase surrénalienne unique dans des centres experts, oui, il faut aller enlever cette tumeur, cette métastase surrénalienne. C'est le cas le plus fréquent, il s'agit de cancers colorectaux. C'est le cas le plus fréquent. Donc, il ne faut pas ignorer une petite métastase surrénalienne parce que si on ne va pas l'opérer, elle va augmenter de taille. Et par la suite, la chirurgie devient très difficile. Donc, si on trouve une métastase de petite taille, c'est le moment idéal d'aller opérer cette tumeur, bien sûr, après avoir éliminé un fléau et faire le PET scan pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une métastase unique. Sinon, ça ne sert à rien d'enlever les métastases multiples. Alors, est-ce qu'il y a une autre question?
Ma question est à propos de PET scan. Est-ce que c'est l'examen idéal, s'il n'a pas de primitif, d'aller opérer la surrénale, même si on n'a pas de primitif, ou, il faut avoir une autre imagerie pour s'assurer si on a vraiment, on n'a pas de diagnostic de primitif pour aller l'opérer avant de toucher la surrénale. Je n'ai pas compris. Quelle est la place du PET scan Oui. dans le contexte des métastases? Est-ce qu'il faut avoir un diagnostic de primitif puis faire un PET scan? Oui, généralement, le PET scan, il est demandé dans le cadre de la surveillance de ces tumeurs qui sont contrôlées. À chaque fois que le scanner TAP trouve une lésion, donc on suspecte une métastase. Donc, actuellement, il est de plus en plus disponible. Donc, pourquoi ne pas demander le PET scan s'il est disponible pour voir qu'il s'agit bien d'une métastase unique pour aller l'enlever? C'est-à-dire que le cancer primitif a été enlevé, on a une anapathe, on a tout et on est en train de suivre. Et des tumeurs apparaissent un peu partout. Et le PET scan permet de pousser vers la chirurgie. Quoique, il faut être un peu prudent personnellement, avec le PET scan, ça reste toujours des images, il faut les interpréter. Moi, je me souviens d'un patient qui avait été opéré d'un cancer du rein avec un bon résultat. Quelques années après, on est venu le présenter au staff parce qu'il avait deux métastases uniques qui s'allumaient au PET scan. Donc, il y avait une petite métastase mandibulaire et une sur une alien. Il a été opéré, on a enlevé la mandibule. Et on allait l'opérer pour cette petite métastase visible sur le PET scan, toute petite métastase sur un alien controlatéral. Et on a refait un scanner. Et dans le scanner, il y avait une métastase médiastinale nécrosée qui ne s'allumait pas au PET scan. Donc, ça reste toujours des images. Et il faut toujours multiplier les images. Le PET scan tout seul ne suffit pas. Il ne vous montre que ce qu'il veut bien montrer, une hyperactivité quelque part. Et je pense qu'on a eu raison de mal opérer parce que l'urgence, c'était la métastase, la très grosse métastase médiastinale. Voilà. Donc, interprétons-le pour ce qu'il est. Ce n'est pas miraculeux, mais c'est un outil complémentaire. Oui, Voilà. oui, il vient après le scanner TAP, ne le remplace pas. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Pas d'autres questions? Est-ce que le panel a une question? Je pense qu'il a beaucoup de questions. J'ai une question par rapport à la surrénectomie partielle. Est-ce qu'il y aurait, comme le cas du rein, une limite de taille? Est-ce qu'il y aurait des simulations ou des cartographies vasculaires et pourquoi pas des images 3D qui laisseraient la chirurgie beaucoup plus facile? Parce que sinon, c'est une petite glande, il faut savoir où aller. Est-ce qu'il y a des préparations d'imagerie avant de s'engager sur une alectomie partielle? Tout d'abord, il faut choisir les cas. Il s'agit le plus souvent de tumeurs de petite taille, donc généralement inférieures à 4 cm. Comme on a vu dans la grande série, la moyenne c'était 3,5 cm. Et il s'agit le plus souvent d'une tumeur bien encapsulée. Et on commence toujours par les mêmes règles de la chirurgie de la surrénale. Il faut donc ligaturer cette veine surrénalienne principale. Et par la suite, si on a les nouvelles technologies de fluorescence dans la colonne de celluloscopie, ça va nous aider pour estimer est-ce que le tissu résiduel il est viable, il est suffisant ou pas. Donc, dans des centres d'experts, ils sont en train de réaliser de plus en plus cette surrénectomie partielle pour les cas particuliers, ces FIO bilatéraux, donc souvent qui sont diagnostiqués très tôt. Donc. Une autre question. Ma question, c'est à propos des tumeurs bilatérales. Est-ce que lorsque les tumeurs sont de petite taille, est-ce qu'on peut préconiser une chirurgie partielle des deux côtés ou bien impérativement il faut enlever un côté totalement et préserver donc d'un seul côté? Dans la littérature, il parle, oui, d'une chirurgie partielle des deux côtés en cas de FIO de petite taille. Donc, pourquoi pas faire cette chirurgie partielle. Mais il faut dire aux patients qu'il y a un risque plus accru de récidive. Donc, puisqu'on ne va pas enlever
la glande, on va laisser un résidu de la médule surrénale qui peut s'hypertrophier après le temps, après un certain temps, et faire des récidives. Donc, généralement, ils font d'un seul côté, mais l'affaire de deux côtés, c'est possible. Est-ce qu'il y a une autre question pour le panel? Alors, j'ai une question sur. Est-ce que j'ai une question sur Zoom d'abord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur Zoom? Non? J'ai une question sur la chaîne YouTube. Docteur Behloul vous pose une question. Dans le cas des surnalectomies partielles, est-ce que c'est une évaluation péropératoire ou bien c'est des données de volumétrie en imagerie? La limite des 15% restants est un peu floue dans ma tête. Alors, est-ce que vous pouvez lui éclaircir les choses? Oui, il a tout à fait raison. Les 15%, ça a été décrit au tout début dans des études euh, animales, donc le un quart ou le 7, ou bien un huitième de la glande surrénale. Et ils ont trouvé que par la suite, en laissant 15%, donc on va éviter l'insuffisance surrénale. Ce 15%, par rapport à quoi? À la tumeur elle-même ou bien par rapport à la glande surrénalienne euh, initiale, c'est-à-dire la glande non tumorale. Et d'après la littérature, donc il faut laisser généralement 1 centimètre sur 3 à 4 millimètres d'épaisseur de la glande surrénalienne. Mais le plus important, c'est de préserver un axe vasculaire, comme on a vu auparavant. Donc, il faut préserver un axe vasculaire, généralement le côté médial ou interne à gauche et le côté supérieur euh, du côté droit. Mais comme il a dit, le 15%, c'est pas du mathématique. J'ai une petite question également concernant la chirurgie partielle, la surrénectomie partielle. Donc, on sait tous que lorsqu'on fait une blessure accidentelle de la surrénale au cours d'une chirurgie cardiaque, chirurgie rénale par exemple, donc on a vraiment beaucoup de mal à maîtriser ce saignement. Donc, techniquement, cette chirurgie partielle, est-ce que donc elle est faisable? Est-ce qu'elle est safe? Est-ce qu'il y a des problèmes hémorragiques donc, qui sont importants en post-opératoire? Donc, techniquement, comment on fait? Bon, avec la thermofusion, peut-être oui. Donc, on va mettre des coups de ligature et on va passer. Mais si on ne dispose pas de ce matériel-là, donc comment on peut faire? Donc, la chirurgie partielle s'est développée avec le développement de la celluloscopie et plus précisément après le développement de ces nouvelles machines de thermodiffusion. Et on ne peut pas concrètement faire de la chirurgie partielle sans thermodiffusion parce qu'il faut ligaturer ces petits vaisseaux. On va contrôler seulement la veine surrénalienne principale et par la suite ligaturer tout le reste avec le thermodiffusion. Et le harmonique, généralement, le transfuseur, c'est le meilleur pour contrôler les petits vaisseaux de la surrénale. Il y a une question là-bas? Oui. J'ai une question concernant le cas particulier de l'adénome de Cohn. Donc, je voulais savoir si il fallait aller opérer un adénome de Cohn de 10 millimètres chez un patient qui est jeune et qui est bien équilibré sous un seul antihypertenseur. Doit-on aller opérer ce patient? Est-ce qu'il y a une indication chirurgicale chez ce patient? C'est l'endocrinologue qui va répondre à cette question, puisqu'il s'agit d'une tumeur bénigne qui n'y a pas un risque de malignité. Et parfois, on peut surveiller ces patients. Mais souvent, ces patients vont développer des complications euh, plus, beaucoup plus qu'un hypertendu normal. Donc, généralement, s'il y a un nodule visible à l'imagerie, généralement, les endocrinologues vont présenter le dossier pour la chirurgie. Exactement, pour les adénomes de Cohn, donc déjà la situation, un adénome de Cohn chez un patient jeune bien équilibré sous traitement médical, c'est une situation qui est assez rare. Généralement, l'hypertension artérielle, l'hypocalémie, etc., qu'on arrive à équilibrer assez difficilement par le traitement médical. Donc, c'est une situation rare. Et si on voit les recommandations, tout patient qui est âgé de moins de 35 ans avec un nodule surrénalien en rapport avec un adénome de Cohn doit être opéré. Pourquoi? Parce qu'il y a une toxicité propre
à l'aldostérone. Donc, c'est une toxicité qui va toucher les vaisseaux, qui va toucher les reins, qui va toucher la rétine, qui va toucher le cœur. Malgré que le patient n'a plus d'hypocalémie, son hypertension qui paraît contrôlée, mais il y a une toxicité propre aux minéralocorticoïdes. Donc, il faut opérer ces patients, même sans recours à un cathétérisme, hein. Un scanner nodule évident, hyperaldoprimaire confirmé, un patient jeune, il faut l'opérer. D'autant plus que c'est une hypertension qui peut être curable. Donc peut-être ce patient ne présentera plus d'hypertension par la suite après la chirurgie et qu'on va le sevrer de son traitement antihypertenseur. Donc c'est un élément important également. D'ailleurs, le professeur Kahlou nous avait parlé tout à l'heure qu'à chiffre tensionnel équivalent, un patient avec un hyperaldostéronisme aurait beaucoup plus de complications cardiovasculaires, notamment la fibrillation auriculaire, qu'un patient avec une hypertension primitive classique. Chiffre tensionnel équivalent. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Tiens. C'est que pourquoi les hyperaldoprimaires, lorsqu'on opère de façon tardive, elles ne répondent plus à la chirurgie? Parce qu'il y a des phénomènes de fibrose qui s'installent. Il y a un problème vasculaire endothélial sous-jacent qui s'installe. Donc, il faut opérer ces patients et de façon précoce. Et c'est un facteur prédictif de bonne réponse à la chirurgie, d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez dit que l'endocrino va nous répondre. Il nous a répondu en direct sur le chat. Le professeur Free vous dit que si l'âge est inférieur à 35 ans, avec un adénome individualisable, on peut opérer. Sinon, s'il y a un doute, on peut faire un cathétérisme, sinon, mais il faut opérer. Voilà, c'est réglé. Il vous a répondu, notre endocrinologue référent. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que le débat était passionnant. Et je n'ai plus de questions ni sur le chat ni sur Zoom. Donc c'est avec plaisir que nous clôturons ce cours sur la pathologie des surrénales. Et je remercie tous les orateurs ainsi que toutes les personnes qui nous ont suivis dans la salle et sur Internet. À très bientôt pour le prochain cours du collège.